Alors, si on pouvait terminer hein, cette journée avec peut-être en essayant d'être le plus concret possible, le plus opérationnel possible, c'est-à-dire, bon, alors voilà, maintenant, hein, au vu de tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire, hein, qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement pour, voilà, pour améliorer les choses, refonder un petit peu les liens entre l'école et la bibliothèque. Moi, je voudrais peut-être d'abord me tourner vers Christophe, parce que bon, on va profiter de lui pendant qu'il est encore parmi nous, pour lui demander son sentiment. Je crois qu'on l'a évoqué ce matin, mais finalement, les enquêtes sociologiques montrent quand même, c'est assez net, c'est des statistiques fiables hein, sur lesquelles on peut déjà démarrer, ce décrochage de la lecture à un moment de l'entrée dans l'adolescence. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en lien avec l'école là-dedans? Est-ce que c'est pas aussi le moment où les pratiques de lecture collective cessent et est-ce qu'on ne peut pas faire un lien entre les deux? Première question, moi je voudrais avoir ensuite l'avis aussi des autres intervenants là-dessus. Hein. Il est censé marcher celui-là quand même. Il y a sans doute il y a des liens, ça c'est sûr et certain, il y a des relations complexes, c'est assez ambigu. Ils ne sont pas tous négatifs d'ailleurs, ce que montrent aussi les enquêtes, et ce que disait Olivier Donat et Sylvie Octobre, hein, département études prospectives et statistiques du ministère de la Culture, c'est que ce qu'on ne mesure pas très bien aussi, c'est ce qui se passerait si l'école ne soutenait pas autant des pratiques de lecture et d'enseignement de la littérature classique, et dire que le décrochage serait peut-être même encore plus fort. Bon, à l'inverse, c'est peut-être un peu contradictoire ce que je vais dire, c'est ce que j'avais essayé de dire ce matin aussi. Il y a aussi un phénomène de scolarisation de la lecture à mesure, enfin quand on démarre très tôt, on démarre avec des apprentissages précoces, les premiers pas du jeune lecteur, on passe par la littérature enfantine, tout un tas de choses, et puis on va aller jusqu'à l'application des valeurs littéraires, et puis le programme des classiques qu'il faut lire pour le bac, qui n'a pas beaucoup changé quand on regarde de près. Moi, j'ai suivi mes enfants, j'ai 2 bacs en plus du mien, je m'y retrouve complètement, donc je me pose des questions aussi en tant que sociologue. Et ça, je l'avais dit, ça fait beaucoup de tort aux lecteurs relativement fragiles, quoi, qui étaient justement sur le point de basculer, en particulier aux garçons. Et là, effectivement, ils trouvent que le sandwich Chopin, c'est pas très bon, pas très digeste, quoi, ça passe pas. Donc il y a vraiment ce phénomène. Alors tu disais, quand on passe de pratiques collectives à des pratiques plus individualisées, il y a beaucoup de ça, effectivement, mais il y a aussi le type même de support de lecture, c'est-à-dire qu'au lycée, on le voit bien, et alors ça, mes filles me l'ont raconté, mais moi je l'avais vécu aussi quand j'étais lycéen. La lecture plaisir, les phénomènes d'identification, en fait, n'ont pas vraiment leur place, si on écoute bien la plupart des élèves. Hein. C'est pas forcément dans la tête des enseignants, mais manifestement, les élèves en bout de course ont ça un petit peu en eux. Cette lecture plaisir n'a pas de place au lycée. C'est plutôt comment devenir un archi-lecteur, un bon lecteur, comment être efficace dans les compositions de textes, les dissertations. On ne prend pas son pied avec le texte, avec l'histoire. D'ailleurs, on ne raconte pas des histoires, on est sur des matériaux littéraires. Et ça met à l'écart tout un tas de lecteurs qui ne sont pas justement des lecteurs experts, qui n'ont pas d'affinité très forte avec le matériau littéraire. Ça casse beaucoup de lecteurs. Voilà ce que je peux commencer à dire. Peut-être ce qu'on a essayé de suivre là, le prix littéraire des lycéens, justement permet d'ouvrir l'éventail des œuvres à lire. Et finalement, devant ces 15 ouvrages, ces 15 œuvres, nous, je crois qu'il y en avait 7, 8. Tous ne les lisent pas. Et tous, finalement, vont pouvoir à un moment donné choisir 2, 3. Et si on multiplie et les supports, et moi je dis pas que pour le numérique, mais pourquoi pas, si on multiplie les supports, le type d'œuvre, et aussi la manière d'aborder la lecture, on peut retrouver des points d'entrée pour tous les types de lecteurs. Et ce
de voir en ce moment, c'est aussi comment, à travers des projets qui sont transmédias, on accède à un savoir, à un contenu qui sinon serait réservé qu'à ceux qui peuvent lire 8, 10, 15 000 signes ou mots par heure. Donc là, je crois qu'on peut aussi multiplier l'offre, créer cette lecture par la disponibilité. Je vais juste dire un mot, parce que je redémarre. C'est que le décrochage, moi, il me semble correspondre géographiquement au fait qu'ils sont jusqu'à 15-16 ans, enfin, la scolarité obligatoire, ils sont obligés de toute façon d'avoir une lecture de type scolaire, hein, et que quand ils sont un peu plus vieux, ils se rendent compte qu'on n'attend pas d'eux qu'ils soient lecteurs. Il n'y a que l'école qui attend d'eux et qu'ils soient lecteurs, mais socialement, on n'en a rien à foutre hein, de cette production. Et ils se disent, bon, on va emmerder pendant un bout de temps, mais c'est pas vrai des mots qui, à 16 ans, militent dans un mouvement politique, militent même dans un mouvement sportif, etc. C'est pas seulement un problème. En vous écoutant tout à l'heure, Jean parlait du processus de textualisation, cette réimplication de chacun dans la vivacité qui peut se faire au travers de la lecture. Je repensais à un des piliers de l'AFL, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, des politiques de lecture, qui était de dire aussi de privilégier les circuits courts de production d'écrits, c'est-à-dire c'est la création, hein, voilà, la création écrite. Et je note d'ailleurs, mais finalement je retrouve ça lorsqu'Isabelle parle de participation à des concours d'écriture. Vous voyez, il y a une finalité qui est aussi de valoriser les individus. Mais est-ce que ça, c'est pas quelque chose de vraiment très très important déjà de commencer à privilégier cette création littéraire. On sait qu'on est dans un pays d'écrivains, hein, on dit qu'il y a 10% de la population qui écrit de près ou de loin. Est-ce que ça, c'est pas une des clés déjà du travail un petit peu qu'on doit avoir avec l'école, peut-être? Oui, moi j'abonde tout à fait dans ce sens. Dans ce qu'a dit Jean-Philippe Robert, il y a un élément qui me paraît important, c'est cette idée de production. C'est vrai que moi j'avais axé mon propos beaucoup sur le plaisir de la lecture, mais il y a aussi cette idée de production, produire en commun, faire ensemble, qu'on appelle coopérer. Il faut voir les points positifs quand il y en a. Dans le nouveau référentiel professionnel pour les professeurs des écoles, qui a été changé par le ministre Vincent Peillon, il y avait auparavant 10 compétences professionnelles, maintenant il y en a 14, donc 4 ont été ajoutés, grosso modo, et dans ces 4, 3 concernent le terme coopération. Apprendre à coopérer, coopérer entre adultes, coopérer au sein de la classe, et coopérer pour quoi faire, pour produire ensemble. Et je pense que c'est là une des pistes de travail pour créer ce lien entre la bibliothèque et l'école, sachant que le danger qui peut guetter dans les projets éducatifs de territoire, c'est la spécialisation, j'allais dire contraire, des différentes sphères. On peut très bien avoir tout ce qui relève du domaine de l'artistique, du culturel, du sportif, confié aux collectivités locales. L'école se repliant sur son précaré d'apprentissage dits fondamentaux et d'apprentissage, j'allais dire, gris, de l'exercice, du manuel, du fichier, tandis que tout ce qui serait porteur de sens et intéressant serait confié à DOS. Et ça, je pense que c'est un danger sur lequel nous devrons réfléchir et qui peut être levé par cette idée, effectivement, de production en commun. À la gare, on fait un festival de poésie suivante, donc on fait converger l'action des uns et des autres vers la production commune. La coopération, il me semble que c'est une bonne piste de travail. Isabelle, cette dimension production d'écrits, cette dimension partenariale que toi tu as menée vraiment tous azimuts, puisque j'ai compris que vous expliquiez tout à l'heure que tes ados, c'est eux les co-constructeurs de ton salon. Est-ce que ça te parle du coup lorsque tu entends Jean-Philippe Robert qui parle de réimplication de tous les acteurs, de tous les petits lecteurs, petits ou moins petits d'ailleurs, dans la vie de la société? C'est quelque chose de... C'est une piste que tu as choisie naturellement. Et oui, oui, parce
que en fait, c'est une idée, une réflexion, une observation des publics. Et effectivement, j'ai voulu les mettre au cœur de l'organisation pour les intéresser à la lecture. Et je ne savais pas dans quoi je me lançais. Hein. C'était une réflexion, j'ai essayé, ça a marché. Et effectivement, pour rejoindre un peu M. Evans qui, lors de sa liste des livres, en ce moment, c'est vrai qu'au collège, en tout cas, mon fils, il avait Vipère au point à lire, encore cette année. Mais à côté de ça, il avait aussi Nous et moi à lire. Donc je pense que l'enseignante essaie de faire un peu classique et au côté un peu moderne. En tout cas, il a adhéré très bien. Donc, pour ma part, mon fils aime bien lire, mais c'est vrai que voilà, c'est difficile parce qu'il rentre dans cette où il y a le phénomène de société autour de Facebook et de SMS qui est très difficile à gérer. Mais donc les ados que j'ai en tout cas pour le salon du livre, ce ne sont pas spécialement des ados très lecteurs. Il y en a 5 très bons, et puis ils sont 11, hein, je voulais préciser, ils sont 11 depuis l'année dernière, c'est les mêmes d'ailleurs, et les autres sont moyens, voire même mauvais en français, et du coup ça les incite un petit peu à découvrir pas tous les albums ou tous les livres à lire qu'il y a sur le salon du livre, mais du coup ça les incite un peu à retrouver ce lien avec le livre, le plaisir de... Je ne sais pas si j'ai répondu en fait à la question, mais voilà, on verra si l'année prochaine ils adhèrent encore parce que ça, ils sont au lycée, donc ce sera peut-être plus difficile, je pense, on ne sait jamais, peut-être que le lien que j'ai tissé aussi avec eux fera qu'ils reviendront. C'est pas sûr, parce que je sais qu'au lycée, il y a encore plus de travail, des choses, le bac à préparer. On a rencontré d'ailleurs un jeune Grimaudois. Après, je suis partie dans ma lancée, je suis désolée. Un jeune Grimaudois que je ne connaissais pas, qui n'était pas venu à l'école, qui était scolarisé sur Saint-Tropez et qui fait des comités de lecture, qui fait partie du comité de lecture. Il passe son bac cette année. Il a édité un petit livre dans la petite maison d'édition qui est sur Internet. Mais je l'ai lu, c'est une petite nouvelle super sympa, très courte. Et il était super intéressant, donc je l'ai fait venir au club ado culturel pour qu'il partage avec eux cette passion, puisqu'il fait aussi du cinéma, donc il s'oriente plutôt vers des études de réalisateur de court-métrage. Enfin, un jeune super passionnant, et donc j'ai amené à rencontrer les ados. Et les ados étaient, il buvait ses paroles, et puis il était tout timide, il était tout rouge, il parlait, mais enfin, ça a été passionnant, et donc peut-être que les ados qui sont dans le club plus tard deviendront, je ne sais pas, journalistes, puisqu'ils ont interviewé même M. Canuti ou la marraine. Voilà, ça déclenchera peut-être des futurs métiers de médias ou peu importe, mais en tout cas, voilà, ils sont là. Stéphanie, cette dimension, ça fait bizarre, moi je ne vais pas devenir journaliste en tout cas, je vous le dis, c'est pas demain d'ailleurs, je modère, mais c'est pas ce qu'il me faut. Tu as évoqué cette dimension de passation familiale, culturelle autour du livre. Est-ce que finalement la clé d'un bon partenariat, bibliothèque-école, ça serait pas aussi, on en a parlé, là c'est le travail avec les parents. Après j'aimerais la parole à Muriel aussi qui a des choses à dire dans son service lecture, mais est-ce qu'on n'a pas finalement un rôle, ou en tout cas en tant que bibliothécaire, en tant que médiateur du livre, enfin en tout cas ayant cette profession-là, est-ce qu'on n'a pas un rôle important pour souvent essayer de décoincer les choses avec les parents pour que cet environnement familial soit présent et que ça puisse être un levier qu'on aide à actionner. Oui, effectivement, la dimension parent est très très importante, et surtout moi ce que je constate quand je les reçois, les parents, c'est que quand on leur dit mais il faut continuer à dire des histoires à vos enfants, ah bon, mais il est grand, il sait lire. Enfin, il y a quelque chose qui pour les parents n'est pas encore évident. Pour nous c'est évident parce qu'on est dans ce milieu depuis longtemps, mais pour la plupart des gens, à partir du moment où les enfants déchiffrent,
chiffres, justement, ils estiment que ces enfants savent lire et qu'ils ont à se débrouiller tout seuls. Donc j'ai vu dans le village où je suis l'initiative de la bibliothécaire, elle fait des sortes de café lecture où elle fait des petits goûters et puis elle réunit les enfants, les parents et puis elle explique justement tout un tas de choses. Bon, alors moi je suis dans un village, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup justement de rencontres de gens, etc. C'est peut-être plus facile. Mais je pense que c'est ce genre d'initiative qu'on doit encourager. Et je vais rebondir juste, il me semble, de tout ce que j'ai écouté aujourd'hui. Moi, j'avais parlé du goût de lire. M. Foucault-Lambert, lui, il a parlé de l'écrit au service de la production. En fait, finalement, ce qui est transversal, c'est surtout la motivation à apprendre à lire. Puisque apprendre à lire, il y en a pour qui c'est très facile. Il y en a, enfin, je veux dire, moi, j'ai un de mes enfants à 4 ans, il savait lire tout seul. Oui, pas tout seul. Et puis il y en a d'autres, ils vont apprendre à commencer à vaguement déchiffrer, ils ont 9 ans. Donc, ce qui est vraiment transversal, c'est cette motivation à persévérer pour certains. Donc la motivation, ça peut être oui, on aime ça parce qu'on nous a inculqué, ou ça peut être ben oui, on a un projet, on va écrire tous ensemble, donc tout ça, ben, il faut maîtriser la lecture. Et donc ça, je l'ai vu, par exemple, faire dans les CLIS dont je parlais tout à l'heure. Dans les CLIS, c'est des enfants donc, qui sont en situation de handicap et qui ont beaucoup de mal à accéder aux apprentissages. Et parfois, ces enfants, j'ai vu, ils fabriquaient un journal. Donc, ils n'avaient pas l'impression, justement, d'être dans des apprentissages traditionnels, mais en fabriquant ce journal, justement, ils faisaient énormément de progrès dans tout ce qui était lecture-écriture. Donc, je suis un peu partie dans 2 directions, mais voilà. Muriel, sur cette dimension, sensibiliser les parents à la lecture, même après le plus jeune âge, et puis je dirais même lire au bébé aussi. Parce que ça alors que pour nous, ça nous semble évident, Marie Bonafé est passée par là, mais il y en a certains pour qui ça semble un peu incongru, c'était un des grands atouts des politiques de lecture, ça, hein, d'avoir intégré cette dimension-là. Oui, effectivement, c'est les tout petits, on reçoit bien sûr à la médiathèque des tout petits, mais à partir de 3 mois, dans les poussettes, et on leur raconte des histoires et on leur fait écouter de la musique. Et voilà, on les et en fait, on contribue, on se déplace dans les crèches, y compris avec les médiathèques du livre, pour proposer comme ça. On a une action sur la l'éditisme pour la petite enfance qui s'appelle les jeudis autour du livre, et donc le point d'orgue, on reçoit tous les jeudis matin plus de 150 enfants à la médiathèque d'Istres. Et le point d'orgue, c'est les 2 mois qui arrivent, là, mai et juin, où effectivement, là, les médiatrices, les bibliothécaires, le service de collectivité implantent des points de lecture dans chacune des structures de la ville et se déplacent à tour de rôle. Les structures se déplacent les unes chez les autres pour consulter les documents, voilà. Et c'est quelque chose de très important. Et pour revenir au rôle des parents, alors bien sûr, ça semble évident quand on est bibliothécaire, parce qu'on peut se dire qu'on est tombé dedans quand on était petit. Mais en tout cas, moi, c'est tout ce que j'ai fait avec mes enfants, qui maintenant sont très très grands, parce que mon aîné a 32 ans et mon dernier a 4, mais qui sont toujours très très bons lecteurs, avec des goûts de genres différents. Chez mon dernier, voilà. Mais j'ai toujours, c'est-à-dire que quand ils m'ont demandé de lire avec eux le soir, j'ai lu avec eux le soir. Et après, l'autonomie, la maturité de chacun a fait que la grande, elle avait, ça devait être en 5e, donc elle avait 12 ans. Celui du milieu qui est un peu plus lent, mais il a pris plus de temps. Après, on partage la lecture, on choisit ensemble, et on a découvert ensemble des pièces de théâtre, on a fait du théâtre après, ben voilà. Et le dernier qui était plus mature, voilà, c'est allé très vite, mais de temps en temps, maintenant, même quand il est en 4e, il a l'envie de partager une lecture avec son père, ou moi d'ailleurs, alors que mon mari n'est pas du tout du milieu des bibliothèques, et il n'a pas fait d'études du tout. Ils vont y partager, et j'incite toujours les parents de nos petits lecteurs plus âgés. Souvent, on a un peu ce rôle de conseiller les bibliothécaires auprès de parents qui sont qui s'interrogent beaucoup sur le fait que leur enfant ne lit que de la BD, qui s'interrogent sur le fait que il lit jamais, mais en fait si, il lit tout le temps, mais il ne dit pas ce que vous voulez qu'il lise, il lit tout le temps. Et en fait, donc
on essaye chaque fois d'orienter, de surtout rappeler que quand l'enfant demande, et dans cette demande de continuer, de varier les lectures, d'inviter le partage des lectures. Et donc moi je proposais par exemple, je peux donner un exemple personnel, quand j'étais responsable de la jeunesse médiathèque, j'avais deux exemples. Une jeune fille avait une petite fille qui avait 7 ans et dont les parents étaient désespérés, qui venaient tous les mercredis avec elle, qui me disaient oh là là, on dit ne lit pas, on dit ne lit pas, mais si on dit ne lit, on dit ne lit DVD. Oui, mais je voudrais qu'elle dise autre chose. Voilà. Donc avec Ondine, on a créé une relation de confiance et elle prenait 4 BD et puis je lui glissais un petit recueil de poésie, un petit texte de théâtre et après ça, elle a eu son bac. Elle est en fac, scolarisée à la maison parce que ses parents la jugent trop jeune et chaque fois, c'est comme mon père me dit c'est grâce à vous qu'elle lit, mais non, elle disait déjà, elle avait besoin de moi, c'était juste des petits trucs. Et pareil, une maman qui arrivait, qui avait des mamans de 4 enfants et dont le dernier ne disait pas du tout, contrairement, on a toujours tendance aussi à comparer les uns aux autres, les enfants les uns aux autres. Et en fait, ils sont tous différents, et c'est bien comme ça. Et elle vous dit, oh là là, on a dit pas, c'est une catastrophe, de sa soeur, de ses frères, c'est terrible, qu'est-ce qu'il va devenir? Donc elle avait 5 ans quand même, il n'y avait pas non plus l'équivalent de l'heure, je pense. Et en fait, elle parlait petit à petit, je dis écoutez, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Il faut absolument être avec eux, l'accompagner, partager des lectures avec ses frères et ses sœurs. Et en fait, ils ont découvert des textes de théâtre. Et en fait, en famille, ils jouaient les pièces de théâtre, ils lisaient les pièces de théâtre, chacun avait un personnage. Et ça a complètement déclenché. Et quelquefois, il suffit de pas grand-chose mais je pense que le rôle des parents est très très important, au même titre que le rôle de l'enseignant et des autres médiateurs culturels. Entre le fromage et pourtant en ratio, il y a quelque chose, c'est la dépendance à côté de effectivement, ce qui vient d'être dit est très important. Quand on commence à inspecter, dans les classes, il y a un danger qui guette le jeune inspecteur, c'est de se demander est-ce que je mettrai mon enfant dans cette classe? C'est-à-dire, est-ce que le mien, la mienne, est-ce que je la mettrai dans cette classe? Qu'est-ce qu'elle subirait si elle était dans cette classe? Puis un petit peu plus tard dans la carrière, on rencontre des inspecteurs généraux qui vous parlent, eux, de leurs petits-enfants. L'inspecteur général parle toujours de ses petits-enfants. Puis un jour arrive, vous-même, vous dites, est-ce que vous mettriez vos petits-enfants dans cette classe? C'est-à-dire que, en fait, tout à l'heure, on parlait de diviser les rôles entre l'école et les collectivités locales, mais il y a une autre division qui nous guette aussi, c'est de partir de nos enfants à nous, de façon presque anthropologique, je ne sais pas comment il faut dire ça, de nos enfants à nous, qui sont dans un bain culturel on peut croire raisonnablement différent de la population scolarisée, et pour étudier professionnellement ce qu'il faut faire dans l'école. Or, dans l'école, nous sommes des professionnels qui accueillons l'ensemble de la population, j'ai déjà dit tout à l'heure, et on ne peut pas avoir le même regard, le même filtre que le regard qu'on porte sur les notes, les notes. Hein. Et de ce point de vue, je pense que la notion de motivation qui a été rappelée par Sylvie Guig est très importante, parce qu'il y a différentes sortes de motivation. Effectivement, les notes sont peut-être motivées, ça nous paraît une motivation naturelle, en réalité on a su leur expliquer, alors que d'autres enfants ne sont pas motivés. Il faut donc trouver d'autres sources de motivation, d'autres moyens de les motiver. Et pour être encore positif, dans le système éducatif tel qu'il ne va pas bien, il y a un mot qui peut-être pose problème et qui est très intéressant, c'est le mot socle commun. Vous savez que maintenant on ne parle plus trop de programme, et de socle commun de compétences et de connaissances qui peut être interprété de différentes façons, mais qui peut être aussi vu comme au revoir monsieur, merci. Donc le socle commun peut être interprété aussi comme une articulation entre les connaissances, les capacités et les attitudes. C'est-à-dire que le programme de l'école ne peut plus seulement avoir en termes de connaissances à apprendre, mais aussi en termes de capacités, mais encore et surtout en termes d'attitude. Et à partir de là, toute activité, même qui ne serait pas centrée sur la classe, peut avoir des implications d'ordre scolaire. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais l'attitude, dégager les attitudes, l'engagement, l'initiative, tout cela devrait faire partie du travail en classe, et pas seulement l'apprentissage des connaissances. Voilà. Pierre, ensuite Ah pardon, non, très bien. Juste un mot sur
Parce que l'attaque que je fais de distinction entre l'écrit et l'oral, qui moi me semble, alors vraiment, quand je regarde une distinction qu'il faut continuer d'explorer, arriver à comprendre et tout, ça ne veut pas dire du tout que je suis contre la lecture à voix haute de livres d'enfants. Et, mais à une époque, quand j'étais inspecteur, moi on inspectait aussi les profs de collège. Et donc, du coup, moi j'avais travaillé beaucoup avec eux et on avait inventé quelque chose qui n'existait pas, qui était, alors que l'activité c'était la lecture expliquée. Et moi je me dis, non, on va essayer autre chose, on va faire de la lecture expliquante. C'est-à-dire que la lecture à voix haute, la lecture qu'on va faire, elle est une interprétation du texte. C'est évident. Ce que tu as fait ce matin, les textes que tu as lus, l'histoire, c'était une interprétation. C'est-à-dire que tu prononçais les mots que tu n'aimais pas d'une certaine manière, ceux que tu aimais bien d'une autre manière. C'est ce qu'on a eu, la malhonnêteté qui est mise dans ce genre de truc. Je suis contre, monsieur Campbell. Et donc, l'activité de lecture, cette activité de lecture expliquante, avec des groupes de la 6e à la 3e, ça consistait à, on laissait au monde 10 minutes pour lire tout seul le texte, et puis il proposait des lectures expliquantes. Et donc il disait quelque chose. Et les autres qui avaient le texte sous les yeux, la question c'était qu'est-ce qui rend possible cette interprétation-là du texte? C'est-à-dire qu'il fallait bien rentrer, autrement dit, le contrôle que nous on exerçait sur ce que machin avait fait, sur ce que j'avais fait, c'était de dire, parce que la lecture interprétative, elle ne dit pas les mots, elle dit ce qu'il y a entre les lignes, c'est l'implicite du texte, c'est ça. Bon, or, un texte, quelqu'un me signalait tout à l'heure que le chiffre qui court et qui est complètement vrai, c'est que parmi les adultes, il n'y a pas 20, il y a au maximum, si on est généreux, 20% des adultes qui ont accès à l'implicite des textes, c'est-à-dire qui sont capables de passer, de comprendre pourquoi ce qui est écrit, ça sert à créer le sens, et le sens il n'est jamais dit. C'est nous qui allons le créer, l'interprétation, c'est nous qui allons le créer, et donc lire, c'est ce travail sur l'implicite. Et l'activité, moi je n'ai pas trop, fâcheux, mais je ne dirais pas ce que font les enfants. Je ne me suis pas assis trop souvent à côté d'eux, mais le peu que je faisais, c'était très tôt si je reprenais le même texte, parce que c'était un peu emmerdant, relis-moi le machin, etc., je ne disais jamais la deuxième fois pareil que la première. Et oui, c'était pas dans la même histoire. C'était les mêmes mots, c'était les mêmes phrases, et on commençait à se discuter, mais au bon sens du mot. Moi, c'est une activité que je revendique du Moyen-Âge et de la Renaissance, cette activité universitaire qui était la dispute, c'est-à-dire la rhétorique. Oui, de dire, bon, est-ce qu'on a le droit de monter le ton à cet endroit-là et de ne pas prononcer la syllabe à la fin, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, on est vraiment dans un travail où on travaille directement sur l'implicite. Et je crois qu'on ne lâche, il n'y a pas un moment, je ne sais pas vous parler longtemps, mais l'idée que l'implicite, ça viendrait à un certain moment, c'est pas vrai avec les mômes de 3 ans, il y a de l'implicite. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler tout de suite. Il ne faut pas attendre de savoir lire pour travailler sur l'implicite. Et ils ne sont pas tous capables d'avoir accès à l'implicite. Si, en tout cas, il ne faut pas faire ce métier-là si on ne croit pas qu'ils sont capables. Autrement dit, moi, je dis que je ne suis pas capable, de permettre à des mots, moi, par incompétence, par manque d'intérêt, par incompréhension, je n'arrive pas à rendre des mots de 3 ans accessibles à l'implicite. Mais je me garde bien en tant qu'éducateur de croire que mon échec, c'est à cause d'eux. Je dis que c'est à cause de moi. Et donc, je n'ai pas trouvé. Ça, c'est culpabilisant. Ça, c'est culpabilisant pour celui, justement, qui essaye d'apprendre aux enfants. Oui. Moi, j'ai jamais essayé d'apprendre aux enfants.
Moi, j'ai enseigné des enfants pour qu'ils apprennent. Et là, déjà, il semble qu'il y a une différence fondamentale. Et je les ai, il y en a un paquet que j'ai mal enseigné. Mais je ne dis pas que c'est parce qu'ils sont 10 quelque chose, je dis que moi, c'est parce que je suis 10 pédagogique. Alors, excusez-moi, moi j'aimerais quand même, parce qu'il va falloir quand même après aussi donner la parole au public. J'aimerais qu'on ait un échange. Donc j'aimerais quand même, s'il vous plaît, dans nos interventions, qu'on fasse un peu l'effort et d'être un peu plus concret. Parce que c'est ce qu'on avait dit qu'on ferait, autour des pistes entre des liens entre l'école et la bibliothèque, s'il vous plaît. Très concrètement, le lien entre l'école et la bibliothèque, quelle ouverture? Pourquoi des espaces à ce point identifiés? Comment faire pour abandonner son propre langage et savoir parler le jargon de l'autre? Nous, on est une structure. Nous, on est une structure de l'éducation nationale dont la mission est de faire le lien d'ouverture. Ben, la question, c'est comment faire pour aller vers ces autres et parler dans le langage des bibliothécaires, parler dans le langage des politiques. Donc, ouverture et diversité. Pierre, pour te répondre simplement au niveau du langage, déjà peut-être utiliser le langage visuel, le langage de l'homme. Celui-là, il est partagé de tous, en dehors de tout métier, tout corporatisme, enfin, moi, c'est ma vision des choses. Après, c'est vrai qu'il faut du temps pour pouvoir se rencontrer, il faut du temps pour pouvoir poser les choses, souvent à l'écrit, justement, parce que quand c'est posé à l'écrit, ça permet de mieux savoir où on va, de savoir. Il n'y a pas de ligne à l'oral. Non, mais ceci dit, effectivement, le langage, on l'a tous. Comme nous qui sommes là, on a le champ de l'avoir. Et je ne pense pas que ce soit le fond du problème, je pense que c'est plus une question d'organisation. Cette organisation, il va falloir qu'on la trouve, que vous la trouviez, et surtout, vous, les bibliothécaires et les enseignants qui êtes dans la salle, parce que la rentrée, elle est très proche, la rentrée de septembre. Donc, de toute façon, il va falloir qu'elle se trouve, cette organisation. Parce qu'on a aussi des bibliothécaires qui sont sollicités par leur municipalité, qui se trouvent un petit peu prises au dépourvu. Ça veut dire fermer la bibliothèque quand on reçoit des enfants. L'accueil de classe, c'était déjà une activité fortement demandée des municipalités. C'est pas forcément non plus le fond du métier. Donc il y a beaucoup de choses à réfléchir, à penser, pour une réforme qui n'a pas été longuement pensée et réfléchie, à mon avis, ça n'engage que moi. Mais en tout cas, il va falloir trouver des solutions, et pour ça, on ne peut qu'utiliser le langage de l'homme. Fred, je vais te reposer une question que je voulais te poser depuis tout à l'heure. Quelque chose qu'on a peu évoqué, c'est quand même aussi la grande misère des moyens. Surtout ces derniers temps. Alors, si on recontextualise une lecture, quand même, c'est quand même aussi à un moment donné, dans les années 80, où il y a quand même une explosion à la fois des équipements et des moyens. Je pense que ça a accompagné le dispositif, clairement. Voilà, ça a accompagné clairement ce dispositif. Je vous rappelle, pour mémoire, c'est quand même l'époque du doublement du budget du ministère de la Culture, c'est l'époque de la naissance de la politique de la ville. Il y a un contexte dans lequel on n'est plus, clairement, parce que si on s'efforce de reprendre un petit peu ces fondamentaux de lecture, parce qu'on est d'accord avec cette idée de distiller la lecture, l'écriture finalement dans tous les espaces de la cité avec tous les acteurs. Finalement, la question que je voulais te poser à toi, qui vient du secteur social, qui n'a pas toujours été bibliothécaire, qui a d'abord été un acteur du secteur social, c'est est-ce qu'il n'y a pas finalement, une erreur basique dans l'idée de focaliser sur ces rapports-là entre école et bibliothèque? Est-ce que finalement, il n'aurait pas fallu qu'on appelle notre colloque, mettre la lecture de partout, et puis la travailler avec, y compris les pompiers, bon, tu vois ce que je veux dire, est-ce que je te pose ça? C'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire avec le collectif DDL 83. Et effectivement, je ne viens pas vraiment du social, mais plutôt de la filière animation, avec un petit côté social quand même.
Et j'ai aussi travaillé en école, mais plus en tant qu'auxiliaire d'intégration pour des enfants handicapés. Donc, si tu veux, j'ai un petit peu une vision transversale sur les différents endroits où se trouvent les enfants, où se trouvent les livres, où se trouve tout ce qui peut leur apprendre à grandir, à appréhender le monde, à se poser des questions et à se sentir bien. Et moi, je crois que c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler ensemble, de décloisonner les murs de l'école, les murs de la bibliothèque. Ça, on le fait déjà pas mal, et les collègues sont là pour en témoigner. C'est vrai qu'au niveau de nos animations, de nos activités, des programmes qui sont proposés, des bibliothécaires qui se déplacent dans les écoles, qui vont en centre de loisirs, qui font de la lecture hors les murs, si on en a quand même, moi je sais qu'il y a des personnes sur la bibliothèque, je ne vais pas citer non, mais je sais qu'il y a des bibliothécaires qui prennent leur panier, qui prennent leur couverture et qui vont faire de la lecture à voix haute dans des quartiers où ça regroupe des enfants et personne ne le ferait sinon. Donc il y a des petites portes comme ça qui s'ouvrent, mais si personne ne sait ce que fait l'autre. Tout à l'heure on entendait quand Pierre a présenté son portail, ça paraît quand même intéressant parce que moi j'ai fouillé un petit peu plus avant sur ce portail et il se trouve qu'il n'y a pas que les couvertures des livres. Derrière, il y a des fiches pédagogiques, il y a des témoignages de tout ce qu'ils vont faire dans chaque école pour expliquer aux enseignants comment pratiquer avec ça. Je crois qu'il faut arrêter de vouloir scinder les choses et simplement essayer de réfléchir ensemble. Et pour ça, malheureusement, ça passe par des petites opérations de collaboration qui sont plutôt locales et géographiques, parce que, à part le contrat territoire lecture, contrat lecture territoire, je ne sais pas comment ça se fait, mais ça c'est quand même très très axé sur des régions qui seront sur des territoires défavorisés, et en même temps il faut qu'il y ait un axe numérique très fort, ce qui n'est pas forcément non plus la volonté de tout projet de lecture. Et puis, une autre chose qui n'a rien à voir, mais que je voudrais quand même dire, c'est que finalement, quand j'entends Jean parler, parce que sa longue expérience, et puis quand j'entends aussi les différents témoignages, moi je trouve que ça rejoint beaucoup ce qu'on m'avait déjà appris quand j'ai démarré justement sur la filière animation. C'est-à-dire que tout ça, c'est de la pédagogie de projet. C'est-à-dire, voilà, pourquoi on apprend? Parce qu'on a un projet. Quand on a un projet, on va tout faire pour le mettre en œuvre. Et nous, les enseignants, les bibliothécaires, les éducateurs, les animateurs, ceux qui accompagnent pendant les temps de vacances, etc., on est là simplement pour les aider à accomplir leur projet. Et l'outil, il reste un livre, alors qu'il soit sur du numérique, du papier, tout ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance, c'est un outil.